présente Jean-Pierre Cassade, que j'ai rencontré impromptument et qui correspondait tout à fait à ce dont on avait besoin, tant pour la commission dont on s'occupe, que pour le fait que nous, dans le collectif Monde de Nîmes, on utilisait la gouvernance partagée depuis 4 ans. Et donc, je me suis dit, et après on a fait une visio ensemble, on a beaucoup discuté, que c'est quelque chose qui intéresserait tous les gens de Mines de Talent, et que ça peut être un bon départ pour pouvoir essayer d'appliquer la gouvernance partagée un peu dans toutes les situations. Parce que bon, elle est applicable, mais elle est modulable. Voilà. Dernière chose, normalement on était 13. Jusqu'à 11h, à 11h on est passé à 14. À vendredi 13. À vendredi 13, on était 13, alors j'étais très inquiet. Bon, alors, le mauvais sort a été évacué, nous sommes 14, donc tout devrait bien se passer maintenant. Je laisse la parole à Jean-Pierre. Merci. Merci Jérôme pour l'introduction. Donc, je suis ravi d'être là. Alors, je me présente très rapidement. En fait, vous voyez, il y a quelque chose qui s'appelle Armea Consulting, c'est mon cabinet, ce qu'on appelle un cabinet de conseil, puisque depuis même toute ma carrière, je fais beaucoup de conseils dans les entreprises, et notamment sur des problématiques d'organisation. D'accord ? Et je me suis intéressé il y a très tôt, on va dire, dans les années 2000-2005, aux problématiques de renversement de la pyramide dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que je voyais des collaborateurs qui se démobilisaient rapidement, etc. Et donc, je suis très vite allé sur les sujets d'intelligence collective, de gouvernance partagée, il y a d'autres, le lean management, etc. On reviendra là-dessus très rapidement. Et donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui en espérant que ce que j'ai préparé sur la base de quelques heures passées avec certains de vos représentants, que j'ai à peu près compris ce qu'il vous fallait. Donc, il y a toujours un risque. Alors, donc du coup, je vais utiliser ma télécommande magique. Voilà, donc, comment je vais essayer d'être obligé de me reculer, sinon je ne verrai pas. Voilà, ce que je vais vous montrer, ça s'appuie tout d'abord sur les échanges que j'ai eus avec vous. Donc, je ne vais pas vous redemander quels sont nos attendus aujourd'hui, parce que je pense que même si c'est pas... Certains sont un peu frustrés à la fin, on a quand même pas mal discuté à plusieurs reprises avec Jérôme, également avec toi Sabine, Véronique, Louise, enfin on a échangé un peu sur pas mal de sujets. D'autre part, voilà, ce que je souhaite, c'est que pour que ça vous soit le plus utile possible, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous en posez trop, ne vous inquiétez pas, je saurai vous arrêter, d'accord ? Mais c'est plutôt ça. Donc j'ai appelé ça une séance de travail, parce que moi je n'ai pas la vérité. Moi je suis capable de vous expliquer un peu mon retour d'expérience et mes réflexions sur les sujets. D'accord ? Donc surtout n'hésitez pas, ça me fera même plaisir, ça me montrera qu'il y a un intérêt. Okay ? Alors après certaines diapos, j'ai pas eu le temps de tout remettre tout à fait en forme. De temps en temps, je passerai vite parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais c'est pas grave, sachez que je m'arrêterai sur ce que je pense être le plus important, quand on veut comprendre ce que c'est vraiment la gouvernance partagée. Donc, du coup, en gros, j'ai organisé la présentation en 2 grandes parties, on va dire. Donc, tout d'abord, on va commencer là par le plat de résistance, c'est qu'est-ce que c'est vraiment que la gouvernance partagée ? Parce que je peux vous dire, ça fait maintenant 1 an et demi que je m'occupe de ça dans plusieurs endroits, même dans le cadre de collectif, je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas. Ils parlent de gouvernance partagée, mais quand on creuse un peu, je me rends compte que ce n'est pas toujours finalement la bonne approche. Vous verrez, tout ça, ça va se clarifier. Et ensuite, il y a un autre grand pavé qui me semblait important, alors peut-être qu'on passera moins là-dessus. Moi, j'avais perçu à travers nos échanges que vous étiez intéressés pour aller porter aussi la bonne parole dans le cadre de votre commission, si j'ai bien compris, pour aller porter aussi vos connaissances de gouvernance partagée auprès d'autres entreprises. Et donc, j'ai souhaité consacrer une partie du temps aussi à ça, d'accord ? Pour vous donner quelques clés pour aller discuter tout ça vous-même à l'extérieur. Ça vous va ?
Donc, et ensuite j'avais noté des questions-réponses, mais ça on peut le faire au fil de l'eau, comme ça ceux qui sont obligés de partir un peu plus tôt pourront se permettre d'échanger avec le groupe. Ok, ça vous va, un peu de pause, et normalement on a de quoi s'occuper, sincèrement. Ok, alors, donc, voilà, on va resituer la gouvernance partagée, c'est la première grande partie. Donc on va déjà un peu comprendre pourquoi ça existe, quels sont les principes fondateurs de la gouvernance partagée. C'est pas juste on se distribue un bâton de parole, c'est que ça correspond à des problématiques d'organisation qui remontent à, vous allez voir, assez loin. Donc on va regarder les principes essentiels également. On va aussi souvent, j'ai fait juste une petite incidence sur différence entre gouvernance partagée et intelligence collective. Parce que là aussi, je me rends compte que c'est pas toujours très clair. D'accord ? Et ensuite, on va regarder les modèles de gouvernance partagée. En fait, il existe déjà des modèles, et certains depuis longtemps. Et là, déjà, il y a beaucoup moins de gens qui connaissent. D'accord ? Donc, on a ce qu'on appelle le premier modèle, la sociocratie. Je reviendrai là-dessus. Historiquement, le deuxième modèle, qui est la holacratie. Alors, si vous trouvez holacratie ou holocratie, c'est pareil, ça c'est un nom plutôt anglais, on va dire. En français, on pourrait dire holocratie, mais c'est le terme qu'on retrouve le plus souvent. Et le dernier développement s'appelle la sociocratie 3.0. On fera ensemble une analyse un peu comparée, parce que c'est intéressant de voir comment vous analyserez tout ça, et on passera quelques outils de base, d'accord ? Alors, que j'ai volontairement limité et sélectionné, d'accord ? Le but, c'est de bien comprendre. Pourquoi ? C'est de bien comprendre que ça ne sert à rien de démarrer. On peut avoir de l'ambition, mais il vaut mieux démarrer avec progressivité. Donc pour moi, ce qui est à connaître essentiellement, c'est ça. C'est les deux premières lignes. On prendra le temps de revenir là-dessus. Et ensuite, on terminera par les principales difficultés à surmonter et une conclusion. Ça, c'est la première partie. Déjà, il y a de quoi faire. Et la deuxième partie, c'est comment introduire la gouvernance partagée auprès de tiers. D'accord ? Vous, si je me mets à votre place, demain, moi je ne suis plus là, comment vous pouvez vous débrouiller ? Déjà pour aller parler de vous et de ce que ça peut apporter aux organisations que vous visez, et qu'est-ce que vous pourriez proposer ? Il y a le pour qui, on va dire ici, pour qui, comment, et là il y a le quoi. Ok ? Ça va ? Est-ce que c'est clair ? Alors on attaque. Alors, on va donc attaquer par la première grande partie qui est de resituer, d'accord ? Que quand on parte ce soir, on se dise, bon, avec Jean-Pierre, on se comprend à peu près sur ce que c'est la gouvernance partagée. Je ne dis pas que j'ai raison, mais on n'est pas loin de la vérité quand même. Ok ? Et donc, moi j'aime bien, ça c'est mon côté consultant, quand je veux comprendre quelque chose, j'essaie de répondre à ça. QQO, QCP. C'est qui, c'est quoi, c'est où, c'est quand, c'est comment, c'est pourquoi. Donc en fait, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça, okay, à travers un angle de vue que j'ai privilégié. Alors, ça pique une fois, il m'en balance beaucoup. Voilà. Donc déjà, un rapide historique. Donc, alors sur le terme gouvernance, déjà, parce que c'est un terme finalement un peu abscon. Alors, gouvernance, c'est assez vieux. Donc, c'était Platon qui disait on peut pour piloter, je pilote avec Gouvernan, mais je peux piloter des hommes. Okay, donc, c'est la première façon de parler de la gouvernance. Ensuite, tout ça s'est tombé, c'est réapparu au XVIe siècle à travers deux économistes. Machiavel n'était pas que philosophe, et Baudin, et donc ils ont introduit une notion, la différence entre ce qu'on appelle le gouvernement, qui est l'entité qui gouverne, et la gouvernance, qui est la science du gouvernement. D'accord ? Donc en fait, quand on parle de gouvernance, c'est la science du gouvernement. Et en fait, la gouvernance, c'est un terme qui est revenu il y a peu de temps, à travers le terme anglais governance, justement en reprenant cette idée de l'art de la matière de gouverner. Donc on va retrouver ça dans les grandes institutions, dans un premier temps, dans les grandes institutions internationales, telles que l'UNESCO, des choses comme ça. Okay, donc maintenant, tout le monde, dès que vous êtes dans des endroits un peu, comment dire, importants, le terme consacré, c'est ce terme de gouvernance.
Alors, par contre, la gouvernance partagée, ça va plus loin que juste le terme de gouvernance, puisqu'on peut faire de la gouvernance déjà dans une organisation purement pyramidale, d'accord? Mais nous, ce qu'on dit, c'est que on a peut-être atteint les limites de ce système, d'accord, de cette organisation pyramidale, où on en a pris l'exemple de l'Égypte ancienne, mais où c'est ce qu'on appelle très vertical, okay, et donc tout tombe du haut. Et on va s'orienter plutôt vers des organisations beaucoup plus horizontales. Alors on ne voit pas l'horizontalité, mais elle existe beaucoup plus qu'ici. D'accord? Donc gouvernance partagée, on va en termes d'entreprise aller vers des organisations différentes, où on voit apparaître par exemple cette notion de cercle qui reviendra. On a aussi des notions de double lien, voilà, qu'on retrouve ici. On reviendra là-dessus, d'accord? Donc gouvernance partagée, en fait c'est renverser cette pyramide. C'est dire, on va permettre aux opérationnels de faire les choix de pilotage de l'organisation. Donc c'est clé, c'est fondamental. Okay, alors essentiellement c'est quoi? Finalement c'est, avant toute chose, la gouvernance partagée, c'est le décider ensemble. Alors ça veut dire quoi? Si on vient d'en parler, ça veut dire éviter que ce soit toujours les mêmes là-haut qui décident. Donc on va éviter de confier les clés de son avenir à quelques personnes. C'est donc, autre façon de le dire, c'est faire émerger une horizontalité dans les prises de décision. Donc, en général, on va trouver ça dans des organisations qui s'intéressent au bien commun, à l'intérêt général, des organisations qui vont privilégier l'égalité entre individus, d'accord? On va trouver une notion de responsabilisation plutôt que de contrôle à surveillance, en sachant que, ça vous verrez, c'est une formule qui, pour moi, est très importante, c'est l'implication développe l'adhésion. C'est Confucius qui a dit ça, donc il y a très longtemps. C'est implique-moi et je saurai. Implique-moi et j'apprendrai vraiment. Et en fait, on peut aller plus loin. Impliquer les gens dans les décisions, ça leur permet d'être moteurs et donc d'adhérer parfaitement. Okay, donc là, on est sur les généralités. Ok, bon là c'est un peu pareil, juste quelque chose d'important quand même. Le cinquième point, qui est aussi quelque chose une image que j'aime bien, c'est l'image du clou et du marteau. Ça illustre quoi cette image? Ça illustre que quand on délègue ou quand on confie une responsabilité à quelqu'un, on lui confie à la fois la responsabilité de faire, mais on lui donne aussi les moyens. Ce qui est contraire à ce qui se passe dans beaucoup d'organisations. On dit fait ça, mais on ne donne pas les moyens. Donc, ça veut dire qu'on va privilégier, face à des rôles donnés dans une gouvernance partagée, que tous les moyens soient mis à disposition et que toute cette autonomie soit respectée. Ok, donc par exemple, voilà, on est une organisation dynamique. Alors ça c'est un autre point important, c'est que un des avantages aussi d'une organisation de gouvernance partagée, c'est que c'est très dynamique. On compare souvent au corps humain, c'est-à-dire que des cellules se créent instantanément dès qu'on a besoin et se défont dès qu'on n'en a plus besoin. Et donc, par exemple, on va retrouver souvent dans les organisations un cercle général où il y a la vision globale, stratégique de l'organisation et des cercles opérationnels qui sont connectés sans lien de subsidiarité, enfin sans lien de décision opérationnelle. Par contre, on va voir apparaître voilà, ces cercles. C'est ce qui est un peu à mine de talent quand même, déjà. Cercle de cœur, cercle... Oui, puis même les associés, on essaye sur la partie associée qu'il y ait des commissions où chacun puisse, etc. C'est ce qu'on essaie de mettre en place, mais des fois je prends un peu la difficulté, c'est comment tout le monde trouve sa place et soit acteur, c'est aussi faire changer. Ouais. Moi je trouve que c'est très difficile à mettre en place. On a souvent une éducation un peu contraire. Absolument. Il faut désapprendre, je dis souvent. Tu as tout à fait raison. Il faut désapprendre parce qu'on n'est pas dans ces schémas. On nous a appris les schémas du vertical et de la pyramide. Et c'est pour ça aussi qu'il faut essayer de comprendre quels sont les avantages à changer. Parce que si on explique à quelqu'un
On demande à quelqu'un de changer, mais qui ne comprend pas pourquoi, il ne va pas le faire naturellement. On reviendra aussi là-dessus, je pense. Ok, donc, et du coup, donc on a vu, c'est une organisation dynamique, hein, où on va aller créer des cellules ou des cercles dès qu'on en a besoin, mais on va aussi en faire une organisation apprenante. Ça, c'est une des règles fondamentales importantes. Alors, c'est quoi apprendre? Ça veut dire que c'est une fois que des décisions et des actions sont menées, nous devons avoir coutume de mesurer également là où ça fonctionne, là où ça fonctionne moins. Et donc, ainsi, faire boucler l'organisation et améliorer l'organisation. Et si besoin, en termes de mesures correctives, ça peut être créer de nouveaux cercles ou supprimer des cercles, pourquoi pas. Et tout ça, bien entendu, en fonction de la raison d'être ou du bien commun, de l'objectif commun de cette organisation. Alors vous avez certainement entendu parler déjà de la raison d'être, c'est un terme qu'on retrouve souvent, mais ce n'est pas forcément la raison d'être, c'est je suis sur un projet avec un objectif concret, je veux mener ce projet en gouvernance partagée, donc à tout moment, quand je serai dans ma boucle d'apprentissage, je devrais me référer finalement aux fondations de mon projet qu'on retrouve dans ces objectifs premiers ou les objectifs fondamentaux. Ma quête. Là, j'ai une quête, il faut que tout ce qui se passe ici puisse être connecté à cette quête. Le dernier, la dernière. La dernière. Ok, ça va pour le moment? Ok, alors on avance. Hop. Alors, ça aussi, c'est une autre idée très importante à comprendre. Vous voyez, je pense que ça nous permet de bien préciser certaines choses. Aujourd'hui, on peut dire des modes de décision dans les entreprises, que l'on compare de l'autocrate hyper pyramidal, d'accord, Macron, et qu'on aille jusqu'à la gouvernance partagée dont on rêve. Dans les systèmes qu'on connaît, ce serait la royauté, en fait. Macron. Je ne plaisante pas. Mais C'est un autocrate, c'est un qui décide tout. Chef d'entreprise. Regarde, on est en démocratie, 49.3, il passe tous ses budgets. On sait très bien que quand tu passes les finances, tu as tout le reste qui suit. C'est ça le plus important. Donc, on est dans une, comme on dit, dans une démocratie de façade. Mais ce n'est pas de ça dont je viens parler, on est bien d'accord aujourd'hui. Mais tu as raison quand même, on peut penser que ce serait... C'est un peu on commence à mettre du monde dans une démocratie et à permettre des votes, etc. Non, je vois ce que tu veux dire, mais il faut rester dans les schémas qu'on connaît. Oui, non, mais je vais affiner. Ce que je voulais faire, déjà, c'est illustrer la différence entre consensus et gouvernance partagée. Je ne parle même pas de compromis, en fait, compromis d'être là dans la démocratie. Un compromis, c'est je vote à la majorité, c'est un compromis. Souvent, on sait que les compromis sont mauvais. Et après, on a le consensus et on a la gouvernance partagée. Alors, quelle est la différence? C'est assez simple. Le consensus, en fait, c'est tout le monde dit oui. C'est-à-dire pour une bienvenue. Pour que tout le monde dise oui, d'accord, pour qu'on atteigne le consensus, il faut que tout le monde dise oui, d'accord? Et que, donc, on peut penser que c'est idéal. En fait, dans les faits, gérer des décisions par un consensus pur et dur, c'est très difficile, parce que ça présuppose la participation de tous à quelque chose, et on se rend compte que souvent des personnes vont utiliser ça, vont utiliser leur voix comme un veto, d'accord? Et on se rend compte dans les modèles où on est consensus pur, qu'on en finit à des consensus mous. C'est-à-dire qu'on ne prendra que les décisions qui ne font pas mal, entre guillemets. D'accord? Donc des décisions molles. L'intérêt du consentement, qui est une base essentielle de la gouvernance partagée, ça c'est souligné 4 fois, c'est que on va avancer lorsque ou parce que personne ne dit non. Vous voyez la grosse différence? Et donc ça permet à quiconque
mais de ne pas participer à un débat s'il ne s'estime pas compétent. On lui demandera, s'il n'exprime pas d'objection, s'il n'exprime pas d'avis, ben on fera sans lui. Et donc c'est là-dessus, c'est grâce à ça qu'on va s'inscrire dans des démarches beaucoup plus pragmatiques. J'en profite pour dire aussi que ce qui est intéressant en gouvernance partagée, c'est qu'on ne va pas chercher l'idéal. Pourquoi on ne cherche pas l'idéal? Parce qu'on est là. C'est-à-dire qu'on a le droit, l'important, pour faire simple, c'est d'avancer. Donc j'ai le droit de boucler, je ne suis pas parfait. À un moment donné, on peut estimer qu'une décision qui est prise, elle semble bonne, et on va vérifier à l'usage que peut-être elle avait des points d'amélioration. Mais donc dans la boucle suivante, d'appréciation des bons côtés, des mauvais côtés de ce processus, on affinera. Donc on va toujours privilégier en gouvernance partagée aussi le pragmatisme des choses, et on va essayer de ne pas freiner les volontés, les dynamiques. D'accord? Donc ça c'est important. En fait, en bref, voilà, le consensus c'est nous, est plutôt insatisfaisant, et le consentement, ça permet de faire participer tout le monde en étant réaliste et efficace. Réaliste parce que on va malgré tout avancer, et efficace parce qu'on va pouvoir traiter la majorité ou la quasi-intégralité des questions. Donc c'est aussi responsabilisant. Je m'implique, donc j'adhère, on retrouve, et le consentement permet un lâcher-prise éclairé, volontaire sur les décisions. Ça veut dire, j'y connais rien, je ne prononce pas. Point. D'accord ? Alors, et du coup, voilà, donc là, bon, vous avez compris, vous l'aurez, j'ai un peu qualifié finalement les 4 grands modes de décision pour faire la différence. Donc nous, on va aller là-dessus, c'est basé sur le consentement, on n'a pas besoin d'unanimité pour décider, par contre il y a de la solidarité, une objection, une tension, c'est une opportunité de progrès, c'est un cadeau fait à l'organisation, on dit une objection. On parle souvent de tension en matière de gouvernance partagée. Et on va retrouver également l'élection par le consentement. Donc cette notion est fondamentale. D'accord ? Le consentement, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là ? Oui. Alors, oui. L'élection par consentement, ça sous-entend qu'on a toutes les informations, les tenants et les aboutissants. On est bien d'accord que je ne te répondrai pas pour le moment. Voilà, parce que c'est un sujet à part entière. Parce que ça peut être aussi un endroit de pas très... Enfin, voilà, on a consenti à beaucoup de choses en France, par exemple, tu vois, et on en est à l'autocratie. Alors, l'élection par consentement, en fait, c'est ce qu'on appelle l'élection sans candidat aussi. D'accord ? Tu verras que c'est un sujet, un des piliers à part entière de la sociocratie. On appelle aussi l'élection par consentement. Et donc, voilà, il faut se méfier des mots. C'est vraiment, je vais te mettre entre guillemets. Ok ? Alors, en pratique, maintenant, là, on a fait la philo, on a vu les grands principes. Ça va, lorsqu'on organise, lorsqu'on utilise la gouvernance partagée pour s'organiser, il va falloir aller attaquer quel genre de sujet. Mais les genres de sujets qu'on va attaquer, déjà, c'est ce qui est lié aux décisions, d'accord ? Donc, comment on prend nos décisions, qui décide de quoi, qui participe aux décisions. Et donc là, on voit apparaître déjà cette notion d'organisation entre cercles, et on se dit, ah ben tiens, oui, peut-être que ceux qui s'y connaissent en informatique, on va créer un cercle informatique, et on le laissera faire, c'est pas la peine de mettre quelqu'un de plus. Okay. Autre point, c'est comment on construit de la confiance et de la sécurité dans le groupe pour que les gens se sentent bien à tout moment. Les réunions que nous devons organiser, comment on fonctionne dans les réunions, comment on met en œuvre les décisions, comment on inclut des nouveaux et comment on sort du projet. Alors quand on dit projet, c'est notre projet, il faut le voir comme l'organisation dont on parle. C'est le projet commun, c'est le fameux projet commun. Comment on gère les conflits? Pouvons-nous exclure une personne qui mettrait le projet en danger? Si oui, quand, comment? Donc, vous voyez, ça va, autrement dit, tant que ça, on ne l'a pas traité dans une organisation en gouvernance partagée, c'est même pas la peine de travailler, d'accord? Il faut déjà être au clair là-dessus.
Donc ce dont on parle aujourd'hui, c'est imaginer toutes les réponses possibles à ces questions très opérationnelles. Okay. D'accord? Voilà. D'ici, juste avant, on a vu un peu les sujets. Maintenant, on va voir quels sont les documents fondateurs dans lesquels on va retrouver tout un ensemble de points qui étaient issus de la diapo précédente. Qu'est-ce qu'on va voir comme documents fondamentaux? On va avoir un premier document sur quels sont nos objectifs, quelle est la mission du groupe, quelles sont les valeurs du groupe. D'accord? Donc on va retrouver des documents comme ça. On va retrouver une raison d'être sur qu'est-ce qui fait qu'on s'est retrouvés ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'à tout moment, on pourra se référer à cette raison d'être lorsqu'on aura des tensions à régler au sein de l'organisation. Tensions, encore une fois, c'est positif, on est d'accord? Par contre, il y a des tensions qu'on dira non, ça n'a rien à voir avec notre raison d'être, hop, je mets ça de côté. La charte, ça peut être, on parle de charte relationnelle ou de charte de fonctionnement. Donc, ce que je veux vous dire, il ne faut pas s'arrêter sur les mots, d'accord? Il faut s'arrêter sur le pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'il faut qu'on ait des objectifs bien clarifiés. Et ensuite, il faut qu'on ait aussi clarifié le fonctionnement. Et là, alors ça peut être un règlement intérieur, dans certaines entreprises, c'est un plan d'assurance qualité, vous voyez, des règles de coopération, des descriptions de processus. Et on verra que dans le modèle d'holacratie, ils ont carrément, eux, déjà défini ce qu'ils appellent une constitution. De la même manière qu'on a une constitution de la République, la 5e République, eux, ils ont créé une constitution qu'on peut trouver sur Internet facilement, et qui déjà donne a priori les principes de fonctionnement. Pour ceux qui connaissent l'université du Nou, c'est une holacratie. L'université du Nou, ce n'est pas une sociocratie. Ce sont des gens qui ont poussé le raisonnement un peu plus loin parce qu'ils avaient déjà alors, ils y sont passés il y a peu de temps, mais ils ont poussé le raisonnement parce qu'ils avaient aussi une expérience. Ok? Alors, voilà, par exemple, si on regarde ce que c'est que le cadre de sécurité, vous vous rappelez, cadre de sécurité, c'est comment on se sent bien. D'accord? Mais à l'exemple de l'Université du Nou, ça a été de créer une charte relationnelle et des règles de fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, par exemple, la bienveillance pour soi, pour l'autre et pour le groupe. C'est écrit dans la charte. Hein, okay. Il y a la confidentialité de tout ce qu'on se dit. Il y a la souveraineté, c'est-à-dire chacun choisit en conscience ce qu'il souhaite partager, en respectant ses limites, en prenant en compte celles des autres. Okay. Le cercle est un espace sacré aussi, respect d'un rituel, ça c'est important, respect d'un rituel en début de chaque réunion pour ceux qui ont suivi l'université du Nou, ils sont des rituels, voilà. Et donc le bâton, les machins, des rôles. Du Nou, voilà. Ils sont abominables, non? L'UDN. Chacun fait remonter ses tensions. Ici, personne n'a raison, chacun a son point de vue. Ça, on reviendra là-dessus, c'est fondamental aussi. On peut s'entendre sans avoir le même point de vue sur un sujet donné. Ça semble magique comme ça, mais c'est aussi moi ce qui m'intéresse dans ces méthodes-là, et qui est très important et qui est rassurant sur le bon fonctionnement. Ici, nous n'avons pas d'autre adversaire que nous-mêmes, notre ego se cache toujours là où on ne le voit pas, donc voilà, il y a des problématiques. Et donc on va retrouver, pour résumer leur cadre de sécurité, ce qui fait que les employés ou membres de l'université du Nou se sentent bien. Voilà, CDS, cadre de sécurité, il y a une charte relationnelle, ils ont réfléchi à qu'est-ce que c'est, comment on sort de l'entreprise, comment on exclut quelqu'un, comment on intègre quelqu'un, et comment on décide. Vous voyez? Donc c'est un bon exemple, mais qui montre que mettre le pied à l'étrier nécessite quand même déjà de ne pas partir tout nu à l'aventure, d'accord? Ok, alors... Voilà, après on a alors, le partage du pouvoir, hein, la gouvernance partagée, voilà, on va quand même parler pas mal d'outils, de modèles. Il y a une posture quand même personnelle à cultiver, d'accord?
Parce que, je ne sais plus avec qui on le disait, il nous faut désapprendre beaucoup de choses quand on travaille avec des nouvelles méthodes au sens de ce qu'on nous a appris. Okay, vous verrez, moi j'adore les chapeaux de Bonneau parce que pour moi c'est une synthèse de tout ce qu'on va voir. On se rend compte, pour ceux qui pratiquent les chapeaux de Bonneau, que les réunions ne se passent pas du tout comme on avait l'habitude de les vivre sans, d'accord ? Et on se rend compte que ça glisse tout seul, à mon sens. Et ensuite, voilà, l'importance de comprendre qu'on est maintenant engagé dans un projet collectif commun, avec une raison d'être commune, et que, certes, tout seul on va plus vite, mais c'est surtout ensemble on va plus loin. Autre façon de dire les choses, quand on se réunit en collectif, d'accord, au début on a la pêche, on y croit, on a les mêmes sujets, ça démarre fort, et ensuite, le principe de réalité, c'est que, entre guillemets, c'est là que commencent à apparaître les dissensions, etc. Donc si on n'a pas prévu en amont, justement, d'organiser un peu ce cadre de sécurité qui va permettre au groupe de continuer, mais on n'ira pas loin. Donc on sera peut-être allé vite au début, mais après on n'ira pas loin. Donc, en fonction de ses objectifs et de l'ambition de ses objectifs ou de sa raison d'être, il faut se poser la question, est-ce qu'on se structure ou pas? Est-ce qu'on a envie de faire du chemin ou pas? D'accord? Si c'est juste un coup d'essai, à la limite, c'est juste une initiative assez ponctuelle, peut-être que ça ne mérite pas de rentrer dans ce type d'organisation. Par contre, si on a envie de s'investir dans la durée parce qu'on défend un projet, une mission qui est de première importance pour nous, pour le groupe, là il faut se poser la question de se structurer. Ok? Alors, ok. Alors, une façon aussi de dire les choses, c'est que finalement, le concept important, finalement, dans le faire ensemble, le décider ensemble, c'est la confiance. On pourrait dire aussi que c'est le lâcher-tenir, parce que ça résume bien le lâcher-tenir. Le lâcher-tenir, c'est confiance en l'autre, confiance dans le groupe et confiance en moi. C'est je lâche parce que je fais confiance aux autres, mais je tiens parce que je suis solide sur mes jambes et que je crois en ce que je crois, et que le fait que je sois clair par rapport à mes positions sera un plus pour le groupe. D'accord ? Donc on va trouver cette confiance en l'autre, c'est-à-dire accepter qu'il fasse à sa manière et avoir confiance qu'il le fera de son mieux. Confiance dans le collectif, qui est important, et la confiance en moi, voilà, ne pas lâcher, comme il est écrit, ne pas lâcher mon jeu quand je crois en quelque chose. Je dois avoir confiance en moi quand je suis dans un groupe. D'accord ? Ok. Alors, on peut résumer finalement cette histoire de posture. Moi j'aime bien ces trois questions qui sont issues aussi de l'UDN. Un, c'est suis-je prêt à renoncer à mon je veux? Donc je rentre dans un projet collectif, donc ça veut dire que j'accepte de ne pas savoir, ou j'accepte que ça se déroule d'une manière différente à ce que j'imaginais. Parce que je vais pouvoir bénéficier de la force du groupe, la force du collectif. Voilà, donc c'est un peu la même idée. Et 3, est-ce que j'œuvre avant tout pour créer mon propre projet? Et ça c'est important d'en discuter à midi avec Jérôme, ou pour que ce projet existe et qu'il soit pérenne au-delà de moi, d'accord? Et ça c'est très important quand on crée des structures, et même dans les entreprises traditionnelles. Moi c'est une des premières questions que je posais aux managers, entre guillemets, que je rencontrais. Est-ce que vous mettez bien dans la situation de ne plus être important dans l'entreprise? Si le gars me dit non, je lui dis il faut s'y mettre, hein, c'est important. L'entreprise, elle doit pouvoir vivre sans vous dès demain. D'accord ? Un projet collectif, c'est pareil. D'accord ? Un projet collectif, il doit pouvoir vivre tout en permettant à certains de ses membres, à un moment donné, de se retirer pour des raisons X. D'accord ? Et donc, c'est important d'adresser cette question. Okay, donc, accepter
que sa propre vision soit secondaire par rapport à celle du groupe, accepter de prendre des voies même que dans le cadre de ce projet collectif qu'on n'imaginait même pas, d'accord, accepter de lâcher prise justement, et œuvrer pour que le projet devienne pérenne sans soi. Ça vient me chercher là, Allez-y. dans cet endroit où j'ai des valeurs, j'ai mon éthique, j'ai tout ça. Et du coup, je sais pas, il y a un truc là avec ça. En fait, ça dépasse les valeurs. Comment ça marche Alors, oui, enfin, parce pour... que Alors, moi, je ne suis pas prête à me battre. Mais par contre, c'est hyper important, si je suis par exemple à l'île de talent, j'y suis parce qu'il y a un certain nombre de valeurs, il y a un certain nombre de choses qui me conviennent. Et forcément, ça va évoluer dans un sens ou dans l'autre. Et le projet, il sera... Enfin, j'arrive pas à expliquer ce que je... Si ça évolue pas dans tes valeurs... voilà, donc ça voudra dire que de toute façon, je partirai. Alors, les valeurs, si je peux vous reprendre, normalement, les valeurs, ce sont les valeurs du collectif déjà. Donc, est-ce que vous êtes en phase avec les valeurs du collectif? Qui ont été définies en amont. Qui ont été définies en amont. Ça c'est... Je ne dis pas que c'est une fondation qui peut être modifiée, hein, ça peut être modifié à tout moment, mais c'est très rare. Hein. En général, on va ne toucher les valeurs que quand on a été confronté à un grave problème. Vous voyez, on se dit, mince, il aurait fallu qu'on rajoute loyauté, que sais-je, honnêteté, vous voyez, et là on va rajouter une valeur de plus. Mais les valeurs, elles sont incontournables, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est sur le fronton des mairies, vous voyez. Des mots donc qui n'existent bientôt plus d'ailleurs. Comment? Des mots qui n'existent bientôt plus. Oui, alors après, voilà, qui perdent leur sens, on est bien d'accord. Mais pour juste... toujours. Ouais. Voilà, c'est juste pour refaire un parallèle. Là. Donc là, les valeurs, elles sont là. Là, on est plutôt sur moi en termes de... C'est pour faire la différence entre... Je vais faire ça. Je crée mon entreprise, moi tout seul, et après je recrute, ou je me mets dans un collectif qui va créer quelque chose. C'est différent. Dans un cas, je vais pouvoir utiliser toutes mes visions, etc. Dans l'autre cas, c'est simple, j'accepte de dire que c'est pas grave si ma vision, elle évolue dans le temps. C'est pas grave si les décisions qui sont prises sont conformes à ce que j'imaginais. C'est important de se le dire, c'est un lâcher-prise, d'accord? C'est accepter que ça se passe. Moi, je veux vous dire, moi je suis très... je ne sais pas si ceux qui connaissent le MBTI, vous connaissez le MBTI, non, ça vous dit rien, je sais pas. Bon, on se fera une autre séance. Le MBTI, c'est un peu les grandes personnalités. Dans le MBTI, il y a un axe, c'est est-ce que tu es planificateur ou est-ce que tu es dans l'adaptation? Moi, je suis un grand planificateur, donc j'aime bien que les choses se passent comme j'ai envie qu'elles se passent. Par contre, quand je suis avec un groupe, j'oublie ça. J'oublie, il faut que je me mette dans une autre situation. Voilà. Et je me dis, non, maintenant, tu es à l'écoute, tu t'adaptes, même si tu as tes idées. Vous voyez, c'est une affaire vraiment de posture. Hein. Vous comprenez? C'est dans un cas, vous avez intérêt à ce que ce soit vos idées qui soient mises en œuvre, parce que vous êtes le seul à bord, au démarrage. Après, vous recrutez, c'est différent. Par contre, dans l'autre cas, vous êtes entouré de tout un groupe. Donc, il faut accepter que ce soit la voix du groupe qui l'emporte. C'est tout. C'est ça que je dis. OK? Ça vous répond? Bon. Alors, différence entre gouvernance partagée et intelligence collective. Bon, j'ai fait assez simple, hein, j'ai mis un gros bar. Voilà, j'ai dit c'est ça à peu près. Bon, la gouvernance partagée, donc on va dire, là encore une fois, hein, c'est discutable. Moi, de mon expérience, je dis que l'intelligence collective, c'est plein de choses, hein, notamment ce qu'on appelle le lean management, inventé par Toyota, les entreprises agiles, ce qu'on appelle le design thinking pour faire de l'innovation, les méthodes de créativité en général,
On pourrait mettre aussi les cercles de qualité. Donc, les cercles de qualité ou le lean management, c'est les Japonais qui disaient il n'y a pas meilleur que la personne, l'opérationnel qui est sur la chaîne de production pour savoir ce qu'il faut faire. D'accord ? Et donc, plutôt que d'avoir des chefs qui expliquent ce qu'il fallait faire, c'est tout le contraire, tout remonter. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans les entreprises libérées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces entreprises. On donne le pouvoir aux opérationnels. Donc, là, je peux vous dire, il y a une foultitude d'outils, de techniques, c'est monstrueux. On a besoin d'une semaine. Si on... Et donc, ça, je l'ai représenté par cette patate plutôt rose, c'est ça ? Ouais. Ok, je suis un peu daltonien. Et ici, on a la gouvernance partagée. Alors la gouvernance partagée va reprendre des outils, quand même d'intelligence collective, il y en a, certains qu'on va voir aujourd'hui, mais à la limite, tout est possible. Donc, en fonction de ce que fait l'entreprise, elle peut aller chercher des outils partout. Par contre, il y a une particularité, c'est qu'il y a une dimension organisationnelle au niveau global, au niveau, comment dire, qui va durer dans le temps, qu'on ne va pas retrouver ici, ou qu'on va retrouver très différente ici. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'organisation quand je fais le lean management, mais ce n'est pas pareil. Donc on a vraiment des méthodes d'organisation très spécifiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas totalement déconnecté, mais ce n'est pas la même chose non plus. Okay ? Oui, on peut dire que la gouvernance partagée c'est plus structurel en fait, c'est les deux. C'est des schémas et on peut utiliser dans la gouvernance partagée des outils de l'intelligence collective. Voilà, c'est ça, exactement. En général, on n'utilise pas tout ça sur les outils de base, on va dire. Quand on fait de la gestion du consentement, c'est quand on va faire de la créativité. En fait, c'est quand on va faire de la résolution de problèmes. J'aurais pu dire... Là, ce sont les outils de base, les chapeaux de Bounou, la gestion de consentement. Oui, parce qu'ils ont utilisé des outils de la gouvernance partagée dans l'holacratie, socio-sociocratie voilà. et tout ça. Mais après, du coup, l'intelligence collective vient c'est les mêmes choses quelque part, mais ouais. avec plus d'expérience et plus... Disons qu'une entreprise en gouvernance partagée qui fait de la production industrielle, oui. Peut-être qu'elle ira chercher des outils de lean management. Mais elle a ses propres outils de base. Dans l'holacratie, il y a ses propres outils. Exactement. Dans la socio-sociocratie, j'imagine pareil. Parce voilà. que l'holacratie, c'est bien quand même structurel. C'est-à-dire c'est un fonctionnement. Absolument. C'est pas voilà. une animation. Ce que moi j'ai appelé organisation, vous l'appelez structurel. Ouais. Voilà. La structure est définie avec des outils ad hoc. Exactement, c'est ça. Et après, on va, à la limite, on va aller chercher tout ce dont on a besoin ailleurs. Pour animer la structure, pour mettre de alors, c'est surtout pour de la résolution de problèmes. Ah, oui. Des fois, on a des problèmes compliqués. Si c'est un problème de production, on va aller chercher des outils d'intelligence collective en production. Mais on ne va pas le mettre systématiquement dans la gouvernance partagée. Vous voyez un peu la différence ? Donc, pour faire simple, là, on est dans le domaine vraiment des outils collectifs qui sont très importants. Et là, on est plus dans le structurel, comme vous dites. D'accord ? Voilà un peu la différence. Vous voyez oui. Je sentais que c'était une diapo particulière. Les patates, oui. C'est ça qu'il faut pas. Juste, moi je me pose une question depuis pas mal de temps sur la gouvernance partagée. Est-ce que la gouvernance partagée se nourrit d'elle-même? Est-ce qu'elle est obligée pour fonctionner d'être un système qui fonctionne tout le temps et qui se nourrit, dont les gens se nourrissent pour pouvoir avancer dans une progression? Alors que ce que tu me dis sur l'intelligence collective, c'est on résout ponctuellement un problème, donc il y a utilisé tel outil, et puis on va à l'outil. Voilà. Est-ce que, quand je dis qu'il y a la gouvernance partagée, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut jamais lâcher, et que l'intelligence collective, on l'utilise beaucoup partout, est-ce que je dis une bêtise? Non, c'est exactement ça. Enfin, moi, c'est mon expérience des choses. Je suis en gouvernance partagée, je suis toujours avec une posture, un état d'esprit et des outils collectifs, mais beaucoup, comme vous disiez, beaucoup structurels. Et la création de cercles, etc.
ici, je peux très bien dire, tiens, même si on ne parlait pas de gouvernance partagée, on fasse faire un brainstorming. Allez, on sort les post-it, machin. Je peux faire ça dans une organisation verticale. À un moment donné, dans une organisation verticale, je vais dire, allez, on sort les post-it, on fait une fête post-it. Vous voyez, vous avez dû déjà essayer, ok? Et une séance d'intelligence collective qui émerge. Comment? Une séance d'intelligence collective qui émerge. Elle peut émerger à tout moment. Donc on met plutôt, c'est vrai, par rapport à ça, plutôt dans du ponctuel là. Alors, je suis à la limite, parce que le lean management, je l'ai pas mal pratiqué. On met en place des structures pour que ce soit permanent. Donc, mais c'est un peu pour vous faire comprendre, même en entreprise agile. Par contre, quand je suis dans du design thinking, ça veut dire que je ne fais qu'utiliser des outils de créativité pour imaginer les produits de demain, les offres de demain, etc. Voilà. Donc, oui, moi je me reconnais dans ce que tu as dit, même si je force un peu le trait. D'accord ? Mais quand je suis en lean management, dans tous les cas, même s'il y a un peu d'organisation, ça n'a rien à voir avec l'organisation gouvernance partagée. Voilà, c'est l'organisation propre au lean management. Voilà. Ok? À peu près. C'est un début d'échange, mais voilà. Parce que souvent, il y a un amalgame qui est fait entre les deux. C'est pas tout à fait pareil. Ça va? Maintenant, on va rentrer un peu dans le fonctionnement de ces principaux modèles, d'accord? Donc, il y a une logique assez... Enfin, tout ça, c'est proche, hein. Alors, principaux modèles, voilà. Ça, c'est une façon, souvent, de le symboliser. Donc, le pyramidal, ça, on laisse tomber, on laisse béton. Quoique, je vais vous en dire deux mots. Et on a le modèle sociocratique, hein, donc les cercles, d'accord. Alors là, holacratie, c'est pareil, hein, c'est très proche, on retrouve des cercles, si ce n'est qu'eux, ils mettent des cercles dans les cercles, hein, d'accord. Donc ça peut aller un peu en profondeur. Très franchement, on n'est pas sur un sujet, j'estime, fondamental là. Est-ce que je mets des cercles dans les cercles ou des cercles à côté de cercles? Bon, ça donne des axes de manœuvre. Après, le risque, ça devient trop compliqué, vous voyez. Donc, je vous donne un peu mes conclusions avant, mais on va affiner tout ça. Alors, ça, c'était intéressant quand même, et on fait un lien, en pensant avec ça, par rapport aussi à la partie 2, c'est-à-dire comment aller détecter un peu les difficultés des entreprises actuelles pour imaginer et leur proposer de nouvelles solutions en gouvernance partagée. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il dit le modèle Ninsberg? Ça, c'est un modèle très connu des consultants. Je ne vais pas vous assommer, mais vous allez très, très vite comprendre. Il dit que dans toute entreprise, en général, même si à partir d'une trentaine de personnes, on rentre dans ces modèles. Okay. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ces modèles? Ils disent, en général, quelle que soit l'organisation, on va trouver un sommet, l'idée de la décision, là, stratégique, la hiérarchie, c'est-à-dire les gens intermédiaires, le management intermédiaire, et les opérationnels. Et on va trouver le support logistique, les gens qui font en sorte que tout le monde puisse travailler correctement. Et la technostructure, ça veut dire les gens qui essaient de normaliser. Parce que plus je normalise les process, plus ils sont répétitifs et plus l'entreprise globale gagne de l'argent. Et là, on est dans un schéma qui colle à 95% des entreprises. Voilà. Et qu'est-ce que ça permet? Quel est l'intérêt d'avoir une telle vision? C'est que c'est grâce à ça. On sait que grâce à ça, ça ferraille dans les entreprises. Pourquoi ça ferraille? C'est parce que eux, ils veulent tout centraliser, d'accord? C'est-à-dire, eux, ils veulent avoir toutes les informations. Eux, ils veulent balkaniser, ça veut dire que le sous-chef, il va se battre contre le sous-chef d'à côté. Donc, ils vont séparer l'entreprise en lamelles. Et on va avoir des services qui ont du mal à discuter ensemble. Et en bas, on a des opérationnels qui veulent être toujours meilleurs par rapport à ce qu'ils font, etc.
Et là, on va avoir le support logistique voilà, qui est là pour supporter l'ensemble des opérations. Et ici, donc, comme je disais tout à l'heure, ceux qui normalisent. Donc, ce que je veux dire, ce que je voulais illustrer, c'est que rien que ça crée des problèmes d'emblée. Exemple, eux, ils disent « je veux standardiser ». Mais eux, ils disent « non, mais moi, je veux m'améliorer ». Donc, ce que tu m'as standardisé, ça ne va pas parce que je veux faire différemment, parce que j'ai trouvé un nouveau processus, etc. Donc, on a des tensions ici. Là, on va avoir des tensions parce que les opérationnels disent « non, mais moi, je veux coopérer avec mon copain d'atelier d'à côté, parce qu'ensemble, on peut faire des trucs. » Mais ils ont des chefs qui balkanisent, donc ils disent « ah non, tu n'aides pas celui d'à côté. » Vous voyez, enfin, etc. On peut trouver des déséquilibres partout. Et qui montrent les difficultés auxquelles toutes les entreprises sont confrontées, quoi qu'on veuille. D'accord ? Il n'y a pas d'équilibre. Donc, juste pour illustrer, c'est une façon d'aller détecter là où ça peut coincer dans les organisations que vous rencontrez. En fait, là, l'histoire, c'est que c'est le résultat qui est important et pas la personne qui fait là-dedans. On s'attache à essayer d'avoir un bon résultat, quoi qu'il se passe pour les êtres humains. Oui, et qu'il n'y a pas forcément de vision globale. Là, la logique d'un gars ici, ça va être de faire mieux que son voisin. Oui, voilà, c'est ça. Donc il va se tirer la bourre avec son voisin, parce qu'il a envie de monter là, etc. Et donc on est confronté à des aberrations organisationnelles, parce que les gens... Il y a un système de récompense. Voilà, on va trouver ça, le système d'objectifs, de récompense fait que... Mais bon, eux, ils veulent tirer le maximum de choses, voilà. Mais tout ça pour illustrer que dans tous les cas, toutes les entreprises sont en tension. D'accord ? Dans des logiques verticales comme ça. Il manque un truc là, alors il manque un pôle burn-out. Voilà. Forcément, ça aboutit à de l'usure. La casse humaine, quoi. Et on aboutit, c'est très juste ce que vous dites, je ne sais pas si on peut se tutoyer. Oui. Ce que tu dis est très juste. À force de vivre en tension, ce qui est le cas, mais la tension c'est le grand écart, et le grand écart c'est la définition du burn-out. Les gens tombent en burn-out parce qu'ils sont en grand écart entre leur vision rêvée du monde et ce qu'ils vivent. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup. Voilà, donc ok, juste pour illustrer, je trouvais que ce n'était pas inintéressant. Bon, donc autrement dit, voilà. Celle-là, elle est connue, celle-là. Ouais, mais elle est vraiment juste. Hein. Ouais, elle est très juste. Oui. Et donc, on va retrouver, voilà, si on compare la hiérarchique socratique au latin. Moi non plus, je la connaissais pas. Ça fait du bien. Donc, ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'on a une hiérarchie intermédiaire tiraillée en permanence. Ils prennent des pressions de partout. Ici, on va avoir juste deux rôles distincts pour la communication, vous allez voir, entre différents cercles. Beaucoup de bureaucratie ici, communication plus fluide, beaucoup de contrôle ici beaucoup d'autonomie, de responsabilisation, beaucoup de compétition interne et beaucoup de coopération. Voilà, c'est une façon d'aller voir quelqu'un et de lui dire « Monsieur, dans votre organisation, vous êtes plutôt là ou vous êtes plutôt là ?» Donc, après, il faut mettre les formes, mais si je vais à l'essentiel, c'est quand même ça. Alors, juste, ouais. Donc la gouvernance partagée définit la verticalité comme ça. Absolument, voilà, c'est ça. Mais, est-ce que ça... sans rigoler, ça revient quand même un petit peu à ça. Ah ben oui, mais moi je le trouve très adapté, ce petit dessin humoristique. C'est vraiment très adapté à pour ceux qui ont vécu dans des grandes organisations. Barton, c'est le cas, moi c'est le cas. Sincèrement, les gens se regardent. Il y a très peu de coopération. Si je résume, moi, ma vie dans les grandes organisations, j'en suis sorti à moitié de carrière à peu près, parce que je ne supportais plus. Et on passe son temps à se méfier les uns des autres. Dès qu'on monte, et c'est terrible. C'est très rare de trouver des endroits où on coopère bien. Ok ? Allez, j'avance. Donc, influence historique des différents modèles. On va aller vite. En fait,
Celui qui a inventé le terme sociocratie, c'est ce monsieur, Auguste Comte, en 1850. Voilà. Donc, Ça va tous se manette. alors, socio au sens c'est une organisation entre pairs, c'est ça que ça veut dire. Je passe vite. Là, on a eu la première version opérationnelle de la sociocratie, ce qu'on voit au nom à peu près d'où ça vient, qui ont été les promoteurs. En fait, ce sont des Hollandais qui ont été très promoteurs. Et ça, moi, pour avoir travaillé avec eux, je ne suis pas surpris. Ce sont des gars très pragmatiques, les Hollandais. Des fois, ils sont tellement pragmatiques qu'ils font peur. Ce sont des machines. Et celui qui a initié également, qui est allé un petit peu plus loin et qui véritablement a commencé à fabriquer les principes, c'est Hindenburg. Après, on a l'holacratie, vous allez voir ce que c'est, qui n'est qu'un dérivé de la sociocratie. Et là vient d'apparaître, c'est très récent, en 2015, la première définition de la sociocratie 3.0. Je le cite parce que ça peut vous intéresser si vous voulez faire des recherches, je vous en dire en 2 mots. Ok, alors, donc sociocratie, on en a parlé, voilà, donc Beu, que vous avez vu, lui a défini les 3 premiers principes de la sociocratie. En fait, c'est les intérêts de tous les membres sont pris en considération, mais en sachant que le juge de paix, c'est l'intérêt de la collectif avant l'intérêt personnel. Donc ça, maintenant, vous comprenez bien ce que je veux dire. Une solution n'est adoptée que si elle est acceptée par ceux qui vont la mettre en œuvre. Responsabilisation, principe de subsidiarité, autonomie. Tous les membres sont prêts à agir conformément aux décisions prises unanimement. La posture, j'accepte de m'effacer même vis-à-vis de directions qui n'étaient pas forcément les miennes. Par contre, compte tenu de l'intérêt supérieur, je joue le jeu. Et donc, Hindenburg, voilà, lui, il a créé les fondations de la sociocratie. Il dit, ça c'est intéressant, que la structure pyramide classique, elle est adéquate pour exécuter, inadéquate pour orienter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pas trop vous troubler. Ça veut dire que quand je suis sur un champ de bataille, que je suis agressé par l'ennemi, je ne fais pas des réunions avec des tensions et je réunis tout le régiment, vous voyez. Je m'organise de manière hiérarchique, on se répartit le truc et on avance. Donc ça veut dire que quand on parle de sociocratie, c'est vraiment une question d'orientation, d'accord, ou de décision. S'orienter, ça veut dire décider vers où je veux aller. Et l'exécution, de temps en temps, on peut très bien exécuter de manière, entre guillemets, sociocratique, mais vous verrez que c'est plutôt, en sociocratie, on va plutôt être dans des réunions, okay, quand on fait la sociocratie. C'est clair ça? C'est bon? Ensuite, et donc, les décisions d'orientation, on va les prendre à plusieurs niveaux. Au niveau des objectifs, donc ça va être dans la raison d'être, dans la charte. Sur les processus de travail, ça peut être un PAQ. Dans les règles de fonctionnement, ça peut être un règlement intérieur. La constitution de la holacratie, ça fait tout. Hein. On parlera tout à l'heure. Ok? Voilà, là on a vraiment, enfin, c'est déjà de la redite pour vous. On est d'accord? On dit que la pédagogie, c'est l'art de la répétition, vous savez. Les principes de la sociocratie, en bref, on va développer alors, une organisation qui se comporte comme un organisme vivant, on l'avait parlé, et on s'auto-organise sans délai, ça veut dire, tiens, j'ai besoin de mener des actions en matière de communication, ben, on crée un cercle communicatif de manière durable, mais on crée instantanément un cercle de communication. On y nomme, enfin, se sont nommés ou élus les participants, ou alors, enfin, ou élus ou désignés volontaires. Si vous voulez parler. C'est vachement important ce que tu dis, parce que ça veut dire que pour bien fonctionner, ouais, il faut être, entre guillemets, sur le qui-vive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton organisation fonctionne sur de la gouvernance partagée, ouais. Chaque fois qu'un problème apparaît, qui peut être déstructurant pour ton ouais. organisation, hop, il faut le mettre en place. Alors, moi, je vais reprendre l'exemple de ce midi. Je ne sais pas si tu te rappelles, à un moment, tu m'as dit, oui, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui a une super idée, tu te rappelles de ça? Oui. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu te rappelles? Je t'ai dit, tu crées un cercle. Là, tu n'as pas fait attention.
Donc j'ai pas insisté. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai quelqu'un qui arrive, on a créé un collectif, on fait plein de trucs, quelqu'un arrive avec plein d'idées un peu différentes. On ne lui dit pas, non, c'est pas dans le collectif. On vérifie que les idées de la personne sont bien en phase avec la raison d'être du collectif. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? On crée un cercle, tout de suite. Il faut déjà penser à un corps humain avec... Pareil, voilà, qui s'enrichit, qui se muscle. Qui, comme tu disais, j'ai bien aimé ton image là, avec des oiseaux. Ça me perturbe ce truc là, je vais pas mettre le... Non, avec juste la diapo avant, voilà, adéquate pour exécuter. Le corps humain, quand il y a une histoire de survie, voilà. Il ne va pas réfléchir. Hein. J'ai un truc droit devant moi, si c'est un serpent, je me barre en courant, je ne réfléchis pas. Ça peut être un condamn. Voilà. Donc on est vraiment... Je ne me réunis pas avec mes collègues, je me carapate très vite, absolument. Mais justement, même on coupe, enfin au niveau du cerveau, ça coupe. Toutes les instances. Vous avez bien résumé toutes les deux. Là, on est au niveau du cerveau, là, au niveau des membres du corps physique. Bon, voilà, après, c'est pas aussi distinct que ça. Voilà, on peut, par exemple, pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on est dans des séances de travail en réunion, on fait avancer des plans d'action, donc c'est aussi de l'exécution, vous voyez. Ou alors exécution, c'est vraiment la mise en œuvre au niveau le plus opérationnel possible. Donc attention aux mots, mais voilà, l'important c'est de retenir le principe. Ok avec ça? Voilà, donc les principes de la sociocratie en bref, un mode de gouvernance, on a vu, qui s'auto-adapte sans délai. Objectif premier, co-responsabiliser, mettre le pouvoir d'intelligence collective au service du succès. Donc quelqu'un arrive avec de nouvelles idées, pouf, on crée un cercle, parce qu'il va faire progresser l'ensemble de l'organisation. Ou le cas inverse que tu prenais, c'est pareil. D'accord? Voilà, quelques exemples, je passe vite parce que je reviendrai là-dessus. Alors j'ai mis sociocratique, parce que vous avez compris que tout est sociocratique en fait. La sociocratie, elle est la base de tout. La base de l'holacratie, de sociocratie 3.0. Holacratie. Donc, en fait, ça vient du terme holos, d'accord? C'est le tout, une partie d'un tout. En fait, c'est cette idée que je peux mettre des cercles au sein de cercles, alors qu'en sociocratie, en théorie, on met des cercles contigus, reliés mais contigus. C'est une subtilité qui donne plus de facilité, on va dire, en termes de modélisation d'une organisation. Ok. Après, on va retrouver, c'est à peu près pareil, hein, donc on va retrouver les mêmes principes. Ça va un peu plus loin, voilà, on voit, ils auraient pu dire, c'est de la sociocratie. Hein, c'est s'auto-organiser comme une entité vivante, on l'a vu pour la sociocratie. Ça, c'est un site qui est pas mal, la toupie d'ailleurs, au passage. Donc, organisation fractale. Voilà, pouvant comparer la sociocratie dont elle s'est inspirée, l'holacratie applique certains grands principes, mais un caractère plus opérationnel et plus formalisé dans la fameuse constitution dont je vais vous parler, vous allez voir. Et l'UDN, je passe vite, c'est un peu la même idée, donc on peut avancer, si ce n'est que quand l'UDN barre, il y a toujours la raison d'être. Voilà. Ok, alors, donc en gros, cette histoire de super cercle, voilà, d'holocratie ou de définition fractale de l'organisation, c'est que j'ai le super cercle global, et dedans je vais avoir des sous-cercles qui eux-mêmes peuvent avoir d'autres sous-cercles, et puis j'ai des rôles, voilà, des rôles qui sont des missions affectées aux différents individus. D'accord? Les rôles, ce qu'on peut dire quand même qui est important, c'est qu'ils sont investis d'une raison d'être qui est elle-même déclinée de la raison d'être de l'organisation, d'accord? Afin de donner du sens, de garder la cohérence et d'optimiser le niveau d'engagement. Okay? Et ensuite, il y a la notion de réunion de gouvernance et de triage. Très franchement, je vais passer vite là-dessus. C'est un peu plus complexe, il faudrait prendre du temps. Je vais juste vous parler de la réunion de gouvernance parce que ça se retrouve un peu partout. Donc, je passe sur l'histoire des super cercles. Vous l'aurez si ça vous intéresse.
mais je préfère avancer comme le temps passe vite. Donc 5 outils clés, la raison d'être, le rôle de la réunion de triage, l'attention de la réunion de gouvernance. J'avance, ça c'est la raison d'être. Le rôle et les cercles. Qu'est-ce qu'un rôle? Voilà, c'est plutôt ça que je voulais voir avec vous. En fait, on a compris qu'une organisation sociocratique, elle s'améliore. D'accord? Elle s'améliore dès que sont détectées des tensions. Une tension, c'est quoi? C'est un écart entre un fonctionnement qui devrait être bon et puis le fonctionnement réel. Et donc là, on crée une tension. Donc il y a 3 niveaux de tension, et ça je pense que c'est même si vous vous lancez dans de la sociocratie sans faire de la holacratie, il y a 3 niveaux de tension. Ces 3 niveaux de tension existent toujours. Soit j'ai des réunions, j'ai des problèmes opérationnels dans la mise en œuvre d'un projet, de certaines actions, et on va avoir des réunions dédiées aux opérations. On va avoir des réunions dédiées à la gouvernance, donc pour s'organiser, pour améliorer notre organisation. Et là, on peut avoir des réunions de stratégie pour améliorer notre stratégie. Ce que je veux vous dire, c'est que ces 3 niveaux, vous les aurez toujours. Donc, dans les organisations que vous pourrez mettre en œuvre, il faudra que vous distinguiez ces 3 choses. Ok, les réunions opérations, en général, ils appellent ça, en holacratie, des réunions de triage. Et ici, ils appellent ça des réunions de gouvernance. D'accord? Et donc, l'important, c'est qu'on va privilégier là aussi la méthode de la gestion du consentement. Ok? Donc, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, réunion de triage, je passe, sinon on va y passer des heures. Je vous ai expliqué le processus, comment ça se passe. En fait, c'est un des axes de la holacratie, c'est vraiment de vous mâcher le travail. En fait, il vous donne un ensemble à la fois cette fameuse constitution de la Ve République, mais il vous donne aussi des outils, des fiches qui vous permettent d'avancer. C'est à la fois bien, mais ça peut être à la fois lourd, vous voyez, tout intégré. Donc, réunion de gouvernance, pareil. Réunion holocratique, en bref, je fais un résumé, je passe un peu vite. Et donc, on peut dire un mot là-dessus. Voilà. Dans la version aujourd'hui, vous voyez, en 2021 est sortie la version 5.0 de la Constitution holacratique. C'est disponible sur Internet, hein, donc vous pouvez télécharger. Vous avez une structure, il vous explique la structure organisationnelle, les règles de coopération, les principes de réunion de triage, l'autorité comment elle est distribuée, les processus de gouvernance. Donc en fait, voilà, c'est ce que j'écris, ça décrit les règles du jeu de cette organisation holacratique. Okay. Je passe. Donc à retenir, voilà. D'abord la raison d'être. La raison d'être en holacratie, elle doit être déclinée jusqu'au rôle, entre guillemets, les plus opérationnels. Le management des personnes se fait par les processus de triage et de gouvernance. Donc les raisons d'être de la Constitution sont prépondérantes. Les modifications d'organisation sont déclenchées par les tensions, d'accord, mais uniquement venant du terrain, on retrouve cette idée de pragmatisme. On ne va faire bouger quelque chose que parce qu'on a été confronté à une difficulté opérationnelle. Donc on ne fait pas juste du brainstorming, comment je pourrais améliorer le truc. Non, c'est parce qu'on a été confronté aux réalités que la tension existe et qu'elle va être remontée. Ça, je le mets en avant parce que, je me répète, ça c'est une façon de faire très importante, très pragmatique. Ok. Et voilà. Ça évite les décisions fumeuses. Oui, désincarnées ou qui Absolument. n'ont pas de sens pour les opérationnels. Absolument. Et de toute façon, tu as bien compris que là, ce sont les opérationnels qui vont faire leur réunion à eux. On est d'accord, hein? Ça ne leur échappe pas. C'est chacun dans son cercle de responsabilité, fait ses propres réunions. Okay. Alors il existe une BD hein, sur l'holacratie, tu la connais? Ça me dit quelque Je chose. l'ai en photo parce que je voulais la diffuser. Ah ok, mais tu nous la diffuses, super. Ouais.
c'est compliqué au début. Ouais. Il y a un langage à comprendre, il y a une posture à... Donc créer une posture, enfin vivre une posture, c'est quelque chose qui est quand même... C'est pas naturel. Il demande du temps aussi. Ouais, absolument. Donc dans tout ce qui est proposé, moi j'étais perdue les 2 premières années en fait. Donc il faut vraiment en fait essayer de dire qu'est-ce qu'on veut travailler aujourd'hui. C'est-à-dire s'exercer aussi. Je pense que l'exercice est bien pour approcher une organisation qui est quand même assez complexe. Ouais. Et qui ne répond pas toujours au projet, parce que il y a quand même moi là où je vois une difficulté, c'est sur la prise de décision et sur le premier lien. Okay. Donc là où on n'est plus dans la coopération, mais on a aussi dans une sorte de verticalité qui fait que la décision finale est... Bon, il faudrait regarder au cas par cas. Je ne sais pas moi ce que vous voulez nous amener en fait dans... Non, pas très loin. Hein. Je veux déjà qu'on partage un peu tout ça. Et donc c'est très bien, parce que voilà, donc des questions fréquentes sur la holacratie, donc qui l'utilise. Donc on a parlé des colibris de l'université du Nou, aussi un service public de Valenciennes. Et après, ça peut, on le voit, ça peut correspondre à beaucoup d'organisations, alors à la limite holacratie, même sociocratie, et d'autant plus dans le service public où les gens sont quand même normalement autonomisés. Alors c'est pas le cas partout. J'étais aux impôts il y a 3 semaines, le gars il pleurait presque dans mes bras, le pauvre. C'est là où ça devient l'horreur même dans le public. Est-ce que cela peut fonctionner lorsqu'on est très nombreux? Alors, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, la règle dit que dès qu'on est 30 personnes, on bascule dans le modèle de Mintzberg, vous voyez, dont je vous parlais tout à l'heure, modèle classique. Donc ça veut dire que tant qu'on est petit, on peut se permettre à peu près tous les modes, on va dire, d'organisation, de pilotage, pour qu'on dès qu'on est au-dessus de 30 personnes, ça vaut vraiment le coup. C'est lié au genre humain, enfin, entre guillemets, c'est un grand mot, mais ça veut dire que quelles que soient les personnes que tu mets sur un projet collectif, au bout de 30, tu dépasses ça et ça devient du bordel. Exactement, exactement. Et ça correspond à ce qu'on voit un peu avec notre expérience des dernières années. Là. On le voit, dès que ça prend un peu regarde Liberté Commun, ça commence à fatiguer au-delà de 30. Et si tu ne te structures pas, hop, tu as le risque que ça... Après, c'est un ordre de grandeur, après, il faut voir au cas par cas. Mais en tout cas, il faut se poser la question assez vite. Ok, je passe sur le dernier. J'aimerais juste présenter rapidement ça et qu'on se fasse une pause ici. Après, ce sera un peu plus pratique, là, parce que le temps passe très vite. Sociocratie 3.0, d'accord? Sociocratie, et puis il y a une deuxième partie, donc... La 3.0, je vais vous le faire simple, en fait, et on va s'arrêter là, parce que là c'est pareil, vous allez sur Internet, à sociocratie3.0.com, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les méthodes de gouvernance sociocratique de base, et ils ont rajouté des outils d'intelligence collective. Et on retrouve un peu la scission dont je vous parlais tout à l'heure, en différence entre... Voilà, et après on va aller chercher finalement des outils qui existent un peu là-dedans, ou des initiatives, ou des idées qui existent là-dedans. D'accord ? Lui, ça c'est un bouquin pour ceux qui aiment comprendre un peu les organisations, ça c'est un très bon bouquin intéressant, qui s'appelle Reinventing the Organization, de Frédéric Laloux. C'est un best-of, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Mais donc après, voilà, je veux pas... Bon, vous direz déjà, moi je vous ai... Vous voyez, il y a un guide, mais c'est... Là on rentre dans des trucs un peu costauds, et comme tu dis, il ne faut pas que ça fasse peur. Donc moi, mon conseil, si je vais sur... vous voyez, bon, je passe vite là. Si on fait une analyse comparée un peu des modèles, moi, entre guillemets, je dis qu'il faut y aller progressivement. Démarrer sur la holacratie, qu'on n'a pas de recul en matière de gouvernance partagée, je pense que c'est trop rapide. Parce qu'on est obligé de prendre tout le package, d'accord? Et là, on n'a pas besoin de tout le package. Juste en synthèse, finalement,
sur un peu les grands principes de la gouvernance partagée. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, les Américains, ils appellent ça déjà la gouvernance dynamique, ils appellent pas ça la sociocratie, et c'est très pratiqué aux Pays-Bas depuis plus de 40 ans dans de nombreuses organisations, et pas uniquement du public ou des assos. Ça a vraiment pris aussi dans les entreprises, parce qu'il faut comprendre qu'un Hollandais de base, ça a envie de s'exprimer. Donc, voilà. Et ce sont des gens très costauds en relation, ils sont rudes entre eux, et donc je ne suis pas surpris que ce genre d'organisation leur permette de mieux s'exprimer. Alors, des évaluations, alors que les Français, on est un peu plus facilement soumis, vous voyez ce que je veux dire, par éducation, etc. Donc, alors par contre, ça aussi c'est intéressant, les évaluations formelles ont démontré que ces organisations connaissent un fort accroissement au niveau de l'innovation et de la productivité, réduction du nombre de réunions, Ça, Oui, c'est pas mal. voilà, implication accrue de tous les membres, réduction du taux d'absentéisme pour maladie. Et en France, donc, la sociocratie est encore méconnue, mais elle fait son chemin. Voilà, c'est le monde associatif qui s'avait emparé le premier. J'ai cité Colibri, j'ai cité l'UDN, qui sont parmi les premiers à essayer de porter ces messages. Mais quand on voit comment le monde évolue, quand on voit la demande même des jeunes qui arrivent aujourd'hui dans le monde du travail, je pense sincèrement que ça a beaucoup d'avenir. À quelle vitesse? Je n'ai pas de boule de cristal, je ne vais pas le dire. Mais moi, ça fait 20 ans que je m'y intéresse, donc... Est-ce qu'on n'est pas un peu même dans une impasse, puisque plus personne veut travailler en pyramidal, quoi. Et oui, mais... Les jeunes... Absolument, mais alors c'est pour ça que beaucoup... Alors, c'est pas tous les jeunes, hein, quand même. C'est beaucoup de jeunes préfèrent aujourd'hui aller dans des petites structures, parce qu'ils se disent, j'y trouverai plus de sens, je m'y développerai mieux. Voilà, et donc, mais il y a des structures qui commencent à, même des grosses structures qui commencent à réfléchir. C'est la FDJ dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu verras, j'explique un peu ce qu'ils font. On se rend compte qu'il y a des structures qui passent, qui font le pas. Voilà. Après, c'est pas connu. Hein, c'est pas Chez connu. nous, on a Arcadie. Qui fait quoi? Épices et plantes. Voilà. Et ils sont très forts en gouvernance partagée. Au Ils ont lac mené Racine, du coup. au lac Racine, on a choisi au lac Racine. Ok. Ce qui est ambitieux. Comment? Pendant longtemps, il y a eu Harley Davidson. Ah oui. Ouais, Ou à Nîmes? Non, non, partout. Donc, Ah oui. Ah ouais. Ok, bon, mais vous voyez. Alors là, c'est... Alors explique-moi, juste pour finir, explique-moi pourquoi, je veux dire, ça n'embraye pas sur les médias, ça n'embraye pas, je veux dire, c'est pas, dans tout ce qu'on patauge, il peut y avoir des choses intéressantes qui surnagent un peu, mais finalement, personne ne s'y intéresse, je parle pas des médias mainstream, mais je veux dire dans le... tout ce qui bouge, ça n'a pas de temps. Mais il y a eu, moi j'ai l'exemple des entreprises libérées, on en a parlé pas mal, il y a des phénomènes de mode. Les entreprises libérées, on en a parlé pas mal il y a entre 5 et 10 ans, et puis c'est retombé comme un soufflet. Donc voilà, donc je pense qu'il y en a qui se créent, des entreprises libérées, mais ça s'apprend mal. Par exemple, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc il faut aussi... on dit toujours il faut que les gens soient formés pour être conscients des avantages. Ça demande quand même. C'est comme le statuscope, c'est comme si tu regardes les coopératives d'activité. Donc, le statuscope, quand tu es moi en comptabilité, etc., on n'a jamais vu ce statut-là. Il est très peu vu. Ah, le scope, c'est tout neuf. C'est comme l'entreprise. Maintenant, on fait des entreprises à mission qui viennent d'être créées il y a 2-3 ans. C'est tout neuf. Mais voilà, donc peu à peu, ça se met en place. Mais moi, j'enseigne encore dans une école de management à Toulouse Business School. Alors moi, je présente de temps en temps aux élèves des trucs de ce genre.
mais je n'ai toujours pas parlé de gouvernance partagée au sein de Toulouse Business School. Je n'emploie pas ce terme parce que... Mais Ah, c'est on parce que est t'en en sais. même temps dans une super oligarchie où on apprend à être très soumis aussi. Enfin, moi, ce qui se passe au niveau des enfants, c'est ça. Donc on sort de l'école, et ben on est structuré On est soumis, comme ça. voilà. Et c'est hyper compliqué d'envisager qu'il puisse y avoir autre chose, même si c'est séduisant, tout ça, c'est pas évident de... Ça veut dire que voilà, il faut que ça rentre dans des cursus. Et je peux vous dire, en école, par exemple, en école de management, les profs sont pas au courant. Donc. Il n'y a pas une volonté de marginalisation? Non, mais ça peut aller jusque-là. Ouais, mais je réfléchis. Je pense que les gens ne sont pas au courant. C'est simplement plus. Oui, qui ne sont pas conscients. Alors, le bouquin de Laloux, la Reinventing the Organization, a eu beaucoup de succès. Toutes les réflexions sur l'entreprise apprenante, ça a eu beaucoup de succès. L'entreprise apprenante, on en a entendu parler. Voilà, mais après, ça va pas... c'est pas abouti. Le problème, c'est que ce sont des expériences menées par certains chercheurs ou praticiens, et après, ça retombe comme un soufflet. Donc, alors, ce qui est intéressant dans la sociocratie, c'est que, par exemple, sachez-le, il existe une association qui s'appelle la Sociocratie populaire française, avec qui je suis en relation parce qu'ils ont des démarches un peu dans le monde politique, ils ont envie aussi de changer le système. Et je discutais avec une des têtes pensantes, il me disait quand même qu'en France, ils sont 15 000, donc il y a déjà 15 000 personnes dans ce mouvement qui voient les atouts de la sociocratie pour des changements de système. Je ne parle même pas des entreprises, là. C'est la sociocratie au profit d'une démocratie un peu plus costaud. Et il me disait qu'ils étaient connectés à l'étranger avec la Finlande, les États-Unis, la Hollande. Donc il y a des réseaux qui se mettent en place quand même. Par contre, si je reviens... C'est pas la volonté politique aussi. Alors, on est vraiment dans un truc... j'ai posé la question. Il y a une liste Tu vas voir, c'est intéressant ce que tu dis. Après, je ne veux pas y passer trop de temps. Mais pour finir sur le sujet, donc, je lui dis... mais qu'est-ce que tu as fait au niveau des élus? Il m'a dit, on a voulu aller présenter ça à des élus. Ils se sont fait bâcher complet. Voilà, ils sont repartis dans leur but. Parce qu'ils écrivent, ils disaient, on écrivait, on faisait la promotion de la sociocratie auprès des sénateurs. Ils se sont fait rétaler. BS, corruption systémique, quoi. Donc, au moment... Ah oui, c'est... Non, et puis c'est sûr que là... ce sont des rentes, en fait, on le sait. Nos élus... Ceux qui ont le pouvoir, ils ne veulent pas le lâcher. Voilà, surtout la corruption systémique. Non, mais sans parler de corruption, il y a le problème qu'il y a les rentes. Les mecs qui sont placés, ils sont bien. Puis c'est leur schéma de pensée. Donc c'est intéressant qu'il y ait des choses, pas en souterrain, mais en tout cas qui se développent malgré tout. Ouais. Parce que ça, après, une fois que les gens ils prennent conscience qu'ils peuvent avoir une place, qu'ils peuvent être écoutés, qu'ils peuvent contribuer, qu'ils peuvent reprendre une responsabilité, c'est bon pour la santé, ça, quand même. Absolument. Et c'est pour ça que nous sommes tous quand même des petits colibris. Moi, je suis, et Bertrand, on est des petits colibris de la gouvernance partagée. Voilà, et après, peu à peu, les gens en parlent. Il y a des gens qui nous ont croisés dans la rue, qui nous ont dit, je vous reconnais, parce que pour faire la promotion, on s'est inscrit aux législatives. Et il y a des gens qui nous reconnaissent après, qui nous disent, ah oui, ça m'intéresse, machin. Vous voyez, c'est vraiment... parce que les gens qui ont vu, ils disent, oui, ça nous plaît, on a eu... Là encore, on n'est pas connu, on a eu 1000 visites ou 2000 visites sur le site quand on s'est présenté. Et donc des gens qui sont allés lire ce qu'on faisait, ce que c'était. Et ça, peu à peu, ça prend. Il faut essayer d'expliquer qu'une autre façon de voir le monde est possible. Moi, je voudrais juste faire un témoignage. Moi, j'interviens à Montpellier Business School, en local, mais sur un exécutif MBA. Donc là, ce sont des managers qui ont déjà de la bouteille et qui viennent là, soit pour se reconvertir, soit pour apprendre des nouvelles choses. J'enseigne à MBA aussi. Et moi, je leur ai parlé de gouvernance partagée. Alors, pas comme toi, parce que moi, je le relis avec les neurosciences, etc. Mais moi, j'ai senti un réel intérêt. Parce qu'ils ont besoin Parce qu'eux, ils ont déjà vécu autre chose, il y en a qui ont vécu des trucs durs, et ils y voient quand même. Donc moi, je me dis, justement, il faut en parler,
il faut semer des petites graines. C'est ça. Et puis, on ne sait pas, après, ça peut pousser, quoi. Donc, voilà. Moi j'ai osé, je l'ai dit, j'ai fait gouvernance partagée. C'est très bien, super. Moi, j'ai même pas osé parce que... je ne me suis pas fait sortir. Dans les modules de management, moi, je n'y participe pas forcément à tout, mais moi, je suis plutôt dans des parcours de consultants. Moi, je leur en parle de plein d'outils, mais dans leur cursus de base management, non, je peux te dire qu'ils n'en entendent pas. C'est pas modèle. Hein. Voilà.